à toutes et tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis Radia Difala, je suis responsable de l'incubateur à France Travail et en charge de la transformation produit. Je suis ravie aujourd'hui d'aborder le sujet de l'incubation comme levier de transformation et de passage au mode produit à l'échelle. Hop, ça fonctionne. Ouf, j'avais pas vu qu'en 4K la photo, ça c'est quelque chose. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai la chance depuis, pas mal d'années, de pouvoir observer en fait ce que font les incubateurs publics et de voir à quel point ils ont changé la donne. Effectivement, grâce aux incubateurs, on crée des services qui sont véritablement utiles, utilisés et surtout impactants pour les usagers de nos services publics. Et puis ce sont, des services qui sont issus directement du terrain, donc qui viennent résoudre de vraies problématiques et devenir en fait finalement des services publics qui sont aujourd'hui utilisés par chacun et chacune. Et d'ailleurs, je suis certaine que vous avez utilisé un certain nombre de ces services qui sont issus de ces incubateurs publics. Mais finalement, depuis maintenant 10 ans que les incubateurs sont installés, on est face à un enjeu majeur et ce qu'on veut pouvoir identifier, c'est est-ce que finalement les incubateurs publics parviennent véritablement à être à la hauteur des ambitions de transformation et de passage finalement au mode produit à l'échelle d'une organisation publique, que ce soit un ministère ou un opérateur public. Et tout ça, je voudrais pouvoir vous l'illustrer au travers effectivement l'exemple de France Travail, donc l'exemple de l'incubateur de France Travail et de cette ambition de transformation du passage au mode produit à l'échelle. Et pour ça, on va poser d'abord un peu le contexte de tout ça et vous expliquer un peu, pour ceux qui n'en ont pas connaissance, qu'est-ce que, finalement, un incubateur? Finalement, l'incubation dans le secteur public, c'est arrivé en 2013 avec un programme qui est toujours d'actualité et qui s'appelle le programme beta.gouv et qui, en 2013, est arrivé avec cet oxymore un peu de start-up d'État. Donc on a mis en face 2 mondes qui a priori ne se rencontrent pas. Et finalement on est parti de ce constat, de la nécessité absolue de modifier nos façons de faire du numérique, de modifier nos façons de faire ces produits numériques, à la main, de nos agents publics et des usagers, en partant en fait sur les préceptes du lean management, que vous connaissez, et axés sur ces méthodes, dites, produits. Et donc, ces incubateurs, depuis un peu plus de 10 ans, et via ce programme beta.gouv, au sein des administrations publiques et des opérateurs, accompagnent la réalisation de services publics numériques qui deviennent aujourd'hui des services incontournables. Je pense à France Connect, par exemple, que vous utilisez, qui est aussi issu de cette dynamique de start-up d'État. Et donc, on a plus de 200 services numériques aujourd'hui à l'interministériel. Et France Travail, pour revenir à ce sujet, euh, a finalement emboîté très vite le pas de l'incubation, puisque dès 2015, on a créé à France Travail l'incubateur des produits de France Travail, donc circonscrit sur ce périmètre-là principalement. Et donc, vous avez ici un certain nombre d'exemples de produits qui sont passés par l'incubation et qui sont nés de ce qu'on a appelé un programme d'intrapreneuriat. On passe juste un petit moment pour expliquer ce qu'est l'intrapreneuriat dans le public. Donc, à l'image de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement l'idée d'aller accompagner un agent public, donc à France Travail, essentiellement des conseillers à l'emploi, qui sont mobilisés au quotidien auprès de nos usagers et qui constatent un vrai frein, un vrai irritant, une vraie problématique qu'on décide d'accompagner en y associant des coachs, des designers, un ensemble d'expertises et de compétences pour appliquer l'approche itérative, l'agilité par l'impact, tous ces préceptes du mode produit pour venir construire des services publics durables et à la main de nos agents ou de nos usagers. Donc, l'incubateur à France Travail, c'est plus de 40 produits qui sont passés par l'incubateur et qui sont aujourd'hui des incontournables de notre offre de services. Ce qui équivaut à en moyenne 4 talents, donc 4 agents publics par an en moyenne, qui deviennent ces fameux intrapreneurs et qui portent ces solutions numériques qu'on itère et qu'on construit avec cette méthodologie agile par l'impact, une approche orientée produit. Donc vous avez un certain nombre d'exemples là derrière, vous avez peut-être des choses que vous connaissez. Il y a des produits historiques, d'ailleurs on reviendra sur la bonne boîte comme exemple, Immersion Facilité, Mes aides. Et je vous invite d'ailleurs à les regarder, c'est généralement des services qui sont accessibles à tout un chacun. Et donc, l'ambition de ces incubateurs, de l'incubation, c'était, comme je l'ai dit, donc de décider de faire autrement,
finalement, de décider de faire du produit numérique en étant plus impactant dans notre façon de délivrer ces services numériques, et donc d'expérimenter sur des cycles courts avec une méthodologie de prototypage, de test, de vérifier, de mesurer l'impact de ce qu'on fait à chaque étape de cycle de vie du produit, et puis de le diffuser et de l'intégrer plus largement à l'échelle de l'organisation. L'ambition de l'incubateur, c'était aussi de propager en fait ces nouvelles méthodes de fabrication de ces services. Et donc, finalement, l'idée, c'était de dire comment on implémente dans l'administration ces principes de lean et de mode produit. Et donc, l'incubateur avait cette vocation-là, avait cette ambition de pouvoir, via ces startups d'État, insérer dans les administrations et dans les organisations publiques ces types de méthodologies. Et puis, on avait un concept que moi j'appelle le concept du cheval de Troie. Il y avait un peu ce paradigme-là autour des incubateurs, et vous verrez pourquoi je parle au passé, de dire, OK, en fait, finalement, la start-up d'État, ça va être un peu un cheval de Troie. Finalement, on va considérer qu'on va aller chercher un agent de terrain qui, tous les jours, se dit « Mais mince, pourquoi ça existe ? Pourquoi on fait comme ça ? Pourquoi il y a toujours ce problème-là que j'arrive pas à résoudre ?» On va l'accompagner avec nos méthodologies pour qu'il puisse créer un service numérique et venir corriger ce problème. Et puis, quand on va faire grandir le produit, on va itérer, on va piloter l'impact, toutes ces choses que vous connaissez du principe, des grands principes du mode produit. Puis, à un moment donné, le produit sera suffisamment mature et il va partir avec le produit un peu sous le bras dans son administration, quand c'est l'interministériel, ou nous, à France Travail, dans les directions métiers. Et puis, ces startups vont venir un peu infuser ces méthodologies par capillarité au sein de l'organisation. Donc ça, c'était l'ambition initiale. Et on voit en fait comment ça peut concrètement fonctionner au travers, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de produits qui sont issus de ce programme-là. Et à France Travail, on peut partir de l'exemple de La Bonne Boîte. Donc La Bonne Boîte, c'est la première start-up créée à France Travail, donc c'est assez emblématique, c'est en 2015. On interroge, enfin en tout cas un agent nous pousse à nous interroger sur une problématique qui est assez claire, qui est celle du marché caché. Le marché caché, c'est quoi? En France, c'est toujours 70% du marché de l'emploi qui n'est pas visible, tout simplement parce qu'aucune offre d'emploi n'est diffusée. Donc en fait, quand 2 recrutements sur 3 se font, ils se font sur des postes qui n'ont jamais été diffusés et donc pas visibles par nos demandeurs d'emploi. Donc la bonne boîte, c'est ça, c'est comment en fait concrètement on rend visible ce marché dit caché aux demandeurs d'emploi. Donc on a comme ça créé, itéré à partir de cette problématique-là pour trouver une solution qui s'appuie sur un ensemble de données à France Travail, qui permet d'identifier les entreprises qui sont porteuses d'opportunités non visibles et de permettre à des demandeurs d'emploi d'y postuler. Donc on voit, c'est un produit qui a de l'impact, qui aujourd'hui est un incontournable pour nos demandeurs d'emploi, avec par exemple près de 18 000 candidats par mois qui postulent sur ce qui ne correspond pas à des offres d'emploi. Donc c'est-à-dire qui démarchent spontanément des entreprises parce qu'on a considéré qu'elles étaient porteuses d'opportunités. Et donc, ce produit un peu emblématique, il est toujours à l'incubateur. Donc au bout de 10 ans, on a toujours ce produit qui pourtant a prouvé sa valeur, a prouvé son impact. On est toujours en fait sur un produit qui est incubateur, et donc voyons, est-ce que c'est un problème ou pas, pour revenir un peu à ce grand principe et cette grande ambition que je détaillais tout à l'heure, ce fameux cheval de Troie et cette capacité d'aller en fait transformer l'organisation grâce à des produits tels que La Bonne Boîte qui retrouvent en fait les directions métiers, le fonctionnel ou leur administration pour aller diffuser des méthodologies. Donc, le constat qu'on fait, c'est que l'incubateur, il crée de l'impact. Donc, c'était la première ambition. Oui, on crée de l'impact grâce aux incubateurs. On sait faire du mode produit dans le service public. Au travers des incubateurs, c'est une preuve, et on l'a vu avec les exemples que je vous ai cités. Mais bon, quand on regarde en fait globalement les startups d'État et ces produits, ils restent malgré tout l'exception à l'échelle de l'organisation. Les ordres de grandeur que je vous ai donnés nous le démontrent assez facilement. Finalement, 40 produits à France Travail, c'est bien, passés par l'incubateur, versus le patrimoine SI qui va à plus de 300 produits objets IT. Bon, voilà, on reste quand même l'exception dans l'organisation, même au bout de 10 ans. Et puis finalement, cette fameuse théorie du cheval de Troie, alors elle a fonctionné, il y a des produits qui ont intégré l'administration, mais est-ce que véritablement, on a su en fait créer ce systématisme et cette capillarité attendue sur les méthodologies? Ça, c'est moins certain. On l'a vu avec l'exemple de La Bonne Boîte.
Et puis, finalement, les produits dans leur majeure partie restent à l'incubateur, restent au stade, de de «circonscription» entre guillemets, donc restent à l'échelle de l'incubateur et donc finalement ne grandissent pas dans les directions métiers et n'aident pas à impulser véritablement seuls des transformations structurelles, pérennes dans nos organisations publiques. Donc finalement, et j'en reviens donc à la problématique de départ, on a en fait effectivement l'incubateur comme levier de transformation, un des leviers, mais comment fait-il déjà dans un premier temps pour lui évoluer davantage pour devenir véritablement un accompagnateur des transformations? Donc on va voir dans un premier temps comment l'incubation donc évolue pour pouvoir répondre à cette ambition et puis on verra comment on accompagne véritablement des transformations structurelles. Est-ce que finalement l'incubateur est suffisant pour accompagner cette transformation produit? Donc on va le faire toujours avec l'exemple de France Travail et voir un peu comment à l'incubateur, il y a un peu plus d'un an, on s'est posé la question, de quoi faire pour sortir un peu, de cette bulle qui était nécessaire, mais qui finalement n'était pas suffisante pour pouvoir opérer des changements culturels importants. Donc une première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est posé, la question de la culture produit. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ambition des startups d'aller diffuser cette culture produit, elle était un petit peu compliquée. Et donc, on s'est dit, OK, on va ouvrir, à la lettre, ouais, après, on a ouvert nos portes de l'incubateur pour accueillir en fait les directions métiers, accueillir ces fonctions support aussi, pour pouvoir commencer à diffuser dans notre organisation la culture produit. On a pour ça, en fait, créé un format, format d'une journée d'acculturation produit qui est suivi d'ateliers un peu spécifiques, aussi sur des thématiques précises comme l'impact, comme être focus utilisateur, comme les parcours. Et donc, on a aujourd'hui, en 2025, sur un format qui était un format expérimental, hein, sans marketing spécifique pour aller vendre ce produit, enfin ce format en tout cas au métier. On a eu 400 collaborateurs en interne à la direction générale qui ont été formés avec environ, je crois, 1200, 1300 sur 1200, 1300 internes. Donc voilà, on a une masse assez importante en fait des collaborateurs qui, d'ailleurs, assez spontanément, sont venus nous solliciter pour pouvoir bénéficier de cette acculturation-là. Donc, on voyait une attraction aussi assez claire de cette approche. Et puis, on a aussi un élément sur lequel parfois on crispe un peu, c'est l'implication des métiers dans l'incubation. Ce qu'on craignait, c'était, d'avoir en fait recréé avec l'incubateur, si on faisait trop entrer les directions métiers, dans nos incubations, de revenir un peu sur le schéma commanditaire maître d'œuvre. C'est-à-dire que finalement les métiers viennent passer commande. Finalement, on s'est rendu compte que en accompagnant aussi, la culture produit, en leur expliquant notre méthodologie, bah, ils étaient tout à fait à même à devenir aussi, des intrapreneurs d'une certaine façon, en tout cas en nous sollicitant pour adopter nos méthodologies à la mise en œuvre d'une start-up d'État. Et là, on a par exemple cette année 2 projets d'incubation sur 2026 qui sont issus de demandes. J'ai mis commande justement, pour montrer à quel point on est OK pour répondre à des commandes quand elles suivent nos principes du mode produit. Ensuite, il y a un point qui était assez fondamental aussi, quand il s'agit de lancer une incubation, on a vu qu'il était important d'impliquer le métier dès le démarrage et dès le démarrage, je dis dès la sélection des produits qu'on allait incuber à l'incubateur. On a fait ça tout en expliquant ce que je viens de dire sur, la nécessité de ne pas être en réponse à une commande métier, mais plutôt le métier comme sponsor de ce qu'on entreprend et donc de l'accompagner aussi dans ce changement de posture et l'accompagner au fil du temps pour qu'il puisse, suivre les incubations dans tout le cycle de vie du produit. Et là, en fait, on voit les résultats puisque, une des startups qu'on a lancées en ce début d'année, 2025 va avoir un cycle d'intégration dans l'organisation qui est extrêmement réduit, puisqu'en 2026, ils ont une feuille de route pour que, en 18 mois d'incubation, le produit, intègre la direction métier et finalement devient un produit, totalement intégré dans l'offre de service de la direction métier. Donc on réduit 18 mois, je vous disais tout à l'heure, la bonne boîte à 10 ans, voilà, on est très clairement sur, une réussite en tout cas de ce point de vue. Mais on a un certain nombre de défis encore. On doit accompagner déjà, nos produits historiques, donc ça on le fait sur les nouveaux produits comme celui que je viens de citer, Profilance, mais ça reste encore assez difficile sur les produits historiques, comme la bonne boîte et comme d'autres. Il faut qu'on trouve aussi les bons leviers pour accompagner correctement, l'intégration en fait de ces équipes, concrètement dans les directions métiers.
Donc on l'a vu, et je vais boire un peu d'eau, pardon. On a ces transformations via l'incubateur avec cette capacité d'implémenter des nouvelles méthodologies, des nouvelles manières de faire. Mais on voit, et de par toutes les limites que je vous ai mentionnées, que la transformation à l'échelle, elle va nécessiter un engagement global et structurant. Et donc, voyons comment à France Travail, on a réagi par rapport à cette nécessité. Donc, la transformation produit à France Travail, ça a démarré déjà en 2015 à la DSI, donc notre direction informatique, qui dès 2015 engage en fait une transformation d'agilité à l'impact, avec voilà, des méthodes safe assez solides et des réussites assez nettes sur la capacité notamment à développer rapidement, à itérer, avec un time to delivery amélioré et vraiment en lien avec les standards qu'on peut attendre d'un point de vue technique sur nos approches d'agilité par l'impact, voire de mode produit. Mais à l'aveu même de certaines personnes de la DSI, ça n'a pas été suffisant. Pourquoi? Parce que cette notion d'impact, elle n'a pas été suffisamment embarquée et placée en second plan. Donc en fait, on a eu une transformation technique assez forte, mais finalement, les directions métiers, elles sont restées un petit peu sur le côté de cet engagement de transformation à partir de 2015 et pendant pas mal d'années. Et puis, donc voilà, on a fonctionné comme ça, on s'est amélioré techniquement, c'est une condition importante, mais pas suffisante. Et puis, en 2023, on a de nouveau la DSI qui reprend un peu le sujet en main de l'embarquement des métiers, et puis aussi avec un directeur général, un nouveau directeur général, Thibaut Guilly, qui arrive en étant très sponsor de cette approche produit. Et donc, on met en œuvre ce qu'on a appelé la Product and Design Office, la PDO, qui vise à accompagner des équipes, accompagner à la maille des équipes produits, via du coaching, via de l'accompagnement en design et autres, donc pour pouvoir implémenter à cette granularité-là, donc à la granularité d'un produit, les principes du mode produit. Donc comme je le disais, on avait aussi un sponsoring du directeur général, de la direction de manière générale, et donc on a mis en œuvre un point qui avait été un petit peu mis de côté pendant les transformations précédentes, c'est cette notion d'impact. Et cette notion d'impact, c'est aussi de savoir avoir une gouvernance budgétaire qui suit les principes du mode produit et donc de piloter le budget par l'impact. Donc les comités d'investissement sont des comités produits avec un certain nombre de jurys composés notamment du directeur général, d'autres directeurs du réseau pour l'emploi, de manière assez large. Les produits passaient sur scène et présentaient en fait leur roadmap, leur impact, leurs indicateurs, pour qu'on puisse comme ça instaurer un peu ce principe de pilotage par l'impact et surtout au niveau budgétaire. Donc, il y a un certain nombre d'équipes qui ont été accompagnées, une cinquantaine, c'était un certain nombre de coachs qui ont été mobilisés avec autant de comités produits réalisés sur cette période. Mais finalement, donc ça, on l'a itéré pendant un peu plus d'1 an et très vite, on s'est confronté à un certain nombre de limites. Alors déjà, on avait un peu cette idée au démarrage d'être assez, comme on le disait, dur avec les systèmes et doux avec les gens. Finalement, on se rend compte que ça n'a pas toujours été suivi, ça n'a pas toujours été appliqué. On s'est rendu compte que pour beaucoup, porter un produit, donc pour beaucoup de collaborateurs, porter un produit, c'est l'incarner et c'est parfois voilà, en être d'une certaine façon propriétaire et c'est difficile de se dissocier de ce qu'on présente. Donc finalement, quand on était un peu dur avec les produits, avec les systèmes, finalement, les agents le prenaient aussi pour eux. Surtout qu'à France Travail, et comme beaucoup d'organisations publiques, c'est compliqué d'avoir ce qu'on appelle la culture de l'échec, c'est-à-dire que nous, on a besoin, dans l'approche produit itérative, de savoir qu'on peut se tromper, on peut rater et on peut recommencer. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, et notamment dans nos organisations, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire quand ça ne fonctionne pas, on n'a pas l'habitude du temps court, donc de l'itération courte et de la capacité à revenir sur ce qu'on fait. Et donc, les comités produits, avec en plus un sponsoring fort, avec le directeur général en face de nous qui nous dit, qui nous challenge un peu, bon, bah, c'est souvent pris en fait comme soit un échec, soit comme une injonction contraire, parce que avec toute la bonne intention de venir challenger, à ce niveau-là de sponsoring, on a surtout l'impression qu'il va falloir suivre ce qu'on est en train de nous dire. Donc finalement, tout ce qu'on voulait mettre en place, qui est du ressort, du challenge, du pilotage par l'impact, est revenu un peu à une nouvelle strate de gouvernance produit. Et on n'a pas réussi véritablement à instaurer ces principes de pilotage par l'impact. Et puis finalement, on a une organisation, des process qui sont restés à ISO. Donc on a eu finalement une modification à un niveau de granularité que sont les produits. Mais tout ce qui se passait au-delà et au-dessus, bah, c'est resté inchangé. Finalement, ce qu'on n'a pas mesuré, c'est l'ampleur en fait du bouleversement culturel. C'est-à-dire que finalement, transformer des modes opératoires, c'est une chose, mais c'est pas suffisant pour accompagner véritablement une transformation culturelle dans l'organisation.
Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté. On a décidé que nous aussi, on a le droit de se tromper. Et puis on a bénéficié aussi de contextes un peu plus favorables. La première chose, c'est une réorganisation en chaîne de valeur. Sans rentrer dans les détails, et puis je regarde le temps, je vais pas avoir le temps. Une chaîne de valeur, c'est quoi à France Travail? C'est finalement une direction métier. Donc un périmètre métier à France Travail, c'est l'indemnisation des demandeurs d'emploi, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'accompagnement des entreprises qui recrutent. Et donc ça, ces directions, on les a portées en chaîne de valeur et en miroir à la DSI. Un exemple, à France Travail, donc on avait une direction qui se chargeait des entreprises, donc c'est la chaîne de valeur qu'on appelle FT Pro, qui s'occupe des entreprises qui recrutent. Et vous avez aussi FT Pro à la DG et FT Pro Tech, qui est à la DSI. Et donc, on a un binôme de responsables qui sont en charge de la valeur créée vis-à-vis de ce périmètre, qui sont redevables de créer de l'impact sur ce périmètre. Donc ça, c'est un changement organisationnel qui était impératif. Ensuite, on a accompagné le changement culturel en partant d'un principe important qui était de dire il faut qu'on raconte la même histoire, il faut qu'on construise notre narratif produit à l'échelle de l'organisation. Et donc, ce manifeste produit qu'on a créé en commun avec la DG et la DSI nous permettait à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un dans l'organisation, quand on parle du mode produit, on parle de la même chose. On nomme les choses de la même façon, on a le même vocabulaire, et ça, c'était important. Ensuite, on s'est appliqué aussi cette notion d'itération. Alors, on a évité d'appuyer sur un bouton un grand soir et puis tout le monde passe au mode produit. C'est complètement utopique. Donc, on a décidé finalement de partir sur une expérimentation à l'échelle de 2 chaînes de valeur seulement et de commencer à itérer nos méthodologies à partir de ces 2 expérimentations-là. On a mis en place aussi des nouveaux comités d'investissement, des comités d'investissement qui restent à la maille de la chaîne de valeur et qui ne sont pas à la maille de l'organisation telle que c'était le cas avec les précédents comités. Donc finalement, ce sont les responsables de chaîne de valeur qui pilotent cette instance pour venir, avec toute l'empathie nécessaire, de venir piloter les produits qu'ils gèrent. Il reste plein de choses à faire. Donc ça, c'est une certitude. On a débuté ça, comme je vous l'ai dit, depuis quelques mois, depuis presque 1 an maintenant. Et une des choses essentielles à entreprendre qu'on a un peu perdu du viseur, c'est toute cette maille de managers intermédiaires. Donc on a embarqué, comme je l'ai dit, les responsables de chaîne de valeur, le top management. On a réaligné le sponsoring élevé à l'échelle de l'organisation. On a continué d'accompagner les équipes. Mais il y a une organisation intermédiaire, notamment au travers des managers, qu'il faut pouvoir embarquer parce que c'est la clé du côté scalable de ce qu'on fait. Sinon, on va se mettre à accompagner unitairement chaque équipe produit. Comme je l'ai dit, il y a énormément de produits, plus de 300 à France Travail. On ne va pas s'amuser à mettre un coach en face de chaque équipe. Donc, ce qu'on va faire, c'est accompagner les managers pour qu'ils deviennent aussi compétents, aussi capables d'accompagner ces transformations. Ensuite, il y a un point qui est essentiel dans l'organisation et la transformation en mode produit qu'on a constaté, c'est que oui, il ne faut pas que ce soit une transformation uniquement technique avec la DSI. Oui, il faut embarquer les métiers, mais ce n'est pas suffisant. C'est toute l'organisation qui doit être accompagnée. Je peux prendre un exemple, les fonctions RH. Quand on passe au mode produit, on modifie les parcours professionnels aussi, on modifie les métiers sur lesquels les agents vont être positionnés. Donc si on n'embarque pas les RH pour qu'on travaille ces trajectoires d'évolution, on perd à un moment donné quelque chose et on va perdre les agents. Pareil pour les finances, quand on se met à réfléchir en comité d'investissement, on change aussi le paradigme budgétaire. Ensuite, il faut qu'on définisse de manière un peu plus méta nos objectifs, nous, de la transformation. Et ça, c'est un point essentiel sur lequel on n'a pas suffisamment travaillé, où on veut aller. Ce n'est pas des process qu'on pilote, il faut piloter une vision. Et donc, il y a pas mal d'éléments, et je vais être rapide puisque le temps est compté. On a plein de choses qu'on est en train d'itérer, d'expérimenter, des notions de mesure, être davantage en capacité de mesurer ce qu'on fait, donc des matrices de maturité produit, pour voir à quel endroit on positionne notre cible en termes d'évolution et à quel endroit on se situe. On a développé du coaching et du mentorat à l'échelle des comités directeurs, donc à l'échelle des chaînes de valeur, managers, directeurs de chaînes de valeur. L'évolution aussi et la maturité, elle se joue au niveau des équipes produits, mais elle se joue aussi au niveau des personnes. Donc, c'est important aussi qu'à l'échelle des personnes, on soit capable de piloter la mobilité des compétences. Et puis enfin, de manière structurelle, on positionne une véritable direction de la transformation produit en janvier 2026 qui va définitivement positionner aussi la mandature concrète de la transformation à France Travail, avec d'ailleurs l'incubateur dans le périmètre de la transformation, donc qui confirme l'incubateur comme levier de transformation. Donc en fait, je conclurai sur ce point-là. Donc oui,
L'incubateur dans le secteur public, c'est un levier du passage au mode produit à l'échelle. Mais ce n'est pas suffisant. Pour engager en fait une véritable transformation, on doit être, qui se veut structurelle et organisationnelle, il faut aller beaucoup plus loin et partir aussi de cette nécessité de transformation plus globale. Et puis enfin, un point sur lequel il va falloir qu'on travaille encore davantage, c'est un peu l'histoire du cordonnier mal chaussé. On ne s'est pas suffisamment appliqué dans le passé nos propres méthodologies produits qu'on vend à nous-mêmes. Et donc, il faut que la transformation soit aussi pilotée comme un produit, avec plus d'itérations, avec un pilotage par l'impact et en étant aussi à l'écoute de nos utilisateurs que sont les collaborateurs, les chaînes de valeur, les directeurs qu'on accompagne à se transformer et à passer au mode produit. Merci à tous.